Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma première étape de mon voyage en Californie. Donc pour info, je fais en fait de San Francisco à San Francisco, mais en passant par le sud, une boucle. Donc je descends tout Big Sur, après je traverse pour aller à l'est de Yosemite, je remonte par Big Pine, Lone Pine, Mammoth, et ensuite je vais à Yosemite, et après Yosemite j'irai à San Francisco. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Donc là aujourd'hui je suis donc sur vraiment mon premier jour, je suis arrivé hier en fait, et donc j'ai juste récupéré la bagnole, etc. Et je suis à mon premier jour et je suis, comme vous pouvez le voir, enfin comme je vais vous le montrer, je suis en fait à du coup Santa Cruz, et ça va être une vidéo importante pour moi parce que ceux qui me suivent le savent. Ma première passion c'est les sports de glisse, en premier lieu le windsurf, mais également le stand-up paddle, le ski, plus récemment le skate avec le pump track, et je me trouve là tout de suite présentement, alors il est fermé mais j'irai tout à l'heure, devant le Surf Museum, donc le musée du surf à Santa Cruz. Et donc vous allez voir que Santa Cruz c'est une ville vraiment très importante parce que c'est vraiment le berceau en fait des sports de glisse modernes. Et on va voir tout ça ensemble parce que c'est vraiment très intéressant et assez incroyable tout ce qui s'est passé à Santa Cruz et tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Et là pour info, donc je suis justement donc au Lighthouse, au petit phare qui sert également de musée. Et donc il y a les surfeurs d'un côté, alors il y a pas mal de vent, j'espère que ça vous gênera pas trop. Les surfeurs d'un côté, au bout du rocher là-bas, il y a les phoques, il y a les pélicans qui n'arrêtent pas de passer. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est assez foufou, il y a tout ça en même temps et c'est parti. Bon, je suis allé faire un tour sur la petite falaise qu'il y a là, la petite cliff où du coup il y a une barrière, on n'est pas censé passer, mais si on fait gaffe ça va, et si on est habitué aux vagues, tout ça. Mais clairement ça splatche et tout. Si vous venez et qu'il y a du vent comme ça, prévoyez vraiment un truc où le vent, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Moi ça me rappelle chez moi, ça me pose pas de problème, mais je sais que d'autres personnes vont être assez choquées par le vent. Toujours est-il que j'ai l'impression malheureusement que en regardant mieux, j'ai l'impression que le musée est définitivement, enfin en tout cas peut-être à cause du Covid, etc., définitivement fermé. Et du coup voilà, je pense que malheureusement je pourrais pas le visiter. Par contre il y a quand même la plaque commémorative qui est à devant, qui est intéressante et qui est donc peut-être le plus intéressant et ce qui va vraiment faire débuter cette histoire des sports de glisse modernes. C'est qu'en fait ils expliquent que donc il y a eu 3 princes hawaïens qui sont venus ici, alors je crois que c'était pour leur école militaire, et qui sont restés ici suite à leur école militaire, ou suite à leur passage militaire ici. Et du coup durant l'été 1885, ils ont demandé à des bûcherons locaux de leur faire des planches de surf comme ils étaient habitués chez eux, donc des espèces de planches plates comme ils ont pu, et ils ont surfé ici. Donc c'est la première fois qu'on a vu des surfeurs ici en 1885, et c'est ce qui a démarré, du coup les locaux les ont vus et les locaux ont voulu faire pareil, et c'est ce qui a démarré le surf ici. Et c'est très important parce que oui, le surf date d'avant, justement à Hawaï, Honolulu, des choses comme ça. Alors j'ai pas la date exacte et c'est pas mon but ici, moi j'ai vraiment vous parler des sports de glisse modernes. Et donc ça a été le premier prémisse, et ensuite vraiment l'aspect moderne a commencé avec les premiers, on va dire les premières boards, plus du coup en résine, plus en bois mais en résine, des choses comme ça. Vraiment un truc qui est fou aussi ici, c'est comme tout le monde surfe, bon, il y a évidemment tous les surfeurs à l'eau, il y en a énormément, alors que les conditions sont vraiment très difficiles, c'est gros, il y a beaucoup de vent, c'est pas forcément très propre, les mecs n'arrivent pas forcément à exploiter très bien, et moi clairement j'exploiterai rien du tout là-dedans, mais pour vous dire, voilà, il y a beaucoup de monde qui surfe. Il y avait également un kite, apparemment il y avait aussi un kayak, et c'est pour ça qu'il y avait les pompiers. Apparemment un kayak s'est retourné, moi j'ai pas vu, mais je suis même pas convaincu que c'était pas une fausse alerte. Et pour vous dire, même les pélicans dont je vous parlais, vraiment volent au ras des vagues et ressortent. Et il y a les phoques aussi qui des fois sont un peu au milieu des vagues. J'espérais en voir un peu prendre une vague, j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est les bestiaux qui prennent des vagues. Les dauphins par exemple, les poissons le font très régulièrement. Là j'ai pas réussi à avoir un phoque. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un phoque surfer. Donc voilà, mais c'est assez foufou. Comme vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'océan. Et du coup on va justement voir ce qu'a pu faire Jack O'Neill, et un peu pourquoi il a créé le surf moderne. Ok, je suis devant le plus gros surf shop O'Neill de Santa Cruz, sachant qu'il y en a 3 ou 4 quand même, j'en ai fait un juste avant un peu plus en centre-ville. Il y a ce gros bâtiment là, le gros surf shop, et il y a 2 autres bâtiments que je présume être certainement des anciens bâtiments O'Neill qui servent peut-être juste d'entrepôt ou de bureau aujourd'hui. Donc il y a le 1095 là, avec la fresque, avec du coup, vous voyez là dans son ballon, en fait c'est O'Neill. Vous voyez ici aussi sur les fenêtres et portes, en fait il y a des espèces de frises avec différentes photos historiques. Et donc pour vous dire, donc évidemment il y a des vagues, il y a des surfeurs. Là il est dans son ballon parce que c'était une de ses passions, surtout à la fin de sa vie. Il faisait du ballon tracté et un peu de ballon dirigeable. Et donc on a un autre local ici qui je présume vraiment être des bureaux. Legends Live Forever, ok, je sais pas si vous voyez le petit panneau en bas.
Vous voyez Jack O'Neill, donc 1923 à 2017, ok, il est mort en 2017, en juin 2017. Ça a été un peu un coup dur pour toute la communauté sport de glisse, surf en général, et surf particulièrement et sport de glisse en général. Pourquoi Jack O'Neill a été si important dans le monde de la glisse? En fait, Jack O'Neill est tombé à un moment donné dans le surf, il a découvert le surf et ça a été une révélation pour lui et il s'est dit, bah voilà, c'est génial le surf, hein, c'est vraiment un mode de vie, c'est plus que juste un sport. Par contre, du coup, bah, pourquoi il n'y a pas en fait de fringues dédiées, de choses dédiées pour ça? Donc il a créé le tout premier surf shop en 1952, non pas ici à Santa Cruz mais à San Francisco. Allez, je me trouve présentement sur la Great Highway, qui est donc la route qui longe côté ouest du coup San Francisco, d'accord. J'ai pas réussi à trouver où c'était exactement, mais c'était sur cette rue là que Jack O'Neill avait lancé son premier surf shop. Et effectivement, bah, il y a la plage juste en face, hein, un peu de vagues. Donc voilà, donc c'est quand même cool. Et c'est ici que vraiment tout a commencé pour l'histoire O'Neill. Il a créé son surf shop là-bas, donc il faisait des boards, il faisait des surfs et des fringues de surf qu'il a directement siglé O'Neill, son nom. En 1952, la première marque de sport de glisse a été créée par Jack O'Neill, donc déjà c'est quelque chose, sachant que, pour vous donner une idée, que ce soit Quicksilver ou Rip Curl, ces deux marques-là sont donc australiennes et n'ont été créées qu'en 1969, donc 17 ans après. Et pour vous dire, Billabong, qui est certainement la quatrième la plus connue, Billabong ça a été que 1973. Et pour la petite histoire, Rip Curl et Quicksilver sont toutes les deux nées à Torquay en Australie, dans la même ville. Donc vous voyez que tout ce qui se passe autour des sports de glisse, c'est vraiment assez localisé, assez rigolo à ce niveau-là. Toujours est-il que donc 1952, création de la première marque de surfwear et du premier surf shop. En 1953, création, et c'est là où c'est très important, création de la première combinaison néoprène pour surfeurs, du premier wetsuit. Jack O'Neill, c'est sa phrase célèbre, a dit « Je voulais inventer quelque chose pour surfer plus longtemps ». Et donc il a inventé quelque chose pour pouvoir rester plus longtemps dans l'eau, surfer plus longtemps. C'était le wetsuit et donc c'est vraiment ce qui a lancé le surf moderne. Vous comprenez bien que cette innovation majeure, cette innovation technologique de l'époque a vraiment été un tournant historique pour les sports de glisse en général, en particulier le surf, mais du coup évidemment derrière le windsurf, le kitesurf, tous les sports nautiques de façon générale. Et il y en a beaucoup qui disent encore aujourd'hui que sans Jack O'Neill le monde aurait été différent. Alors certainement peut-être que quelqu'un d'autre aurait réussi à inventer ça, quand ça, à quel moment, etc., ça on ne sait pas trop, mais voilà, ça a vraiment été un tournant majeur et c'est pour ça que c'était une telle icône. Vraiment c'était quelqu'un qui était reconnu, qui était vraiment aimé de tous dans ce milieu là. Et O'Neill reste la première marque de sport de glisse et une des principales américaines, parce qu'il y a, la principale américaine très clairement, vraiment en sport de glisse généralisé, qui fait un peu tout, qui fait aussi bien du surf que de la montagne, parce que O'Neill a aussi été un précurseur sur les sports de montagne. En 1976, voilà, il y a eu les premiers pantalons en néoprène de snowboard. Bon, alors ça, on peut se poser la question si c'était la meilleure idée du monde, mais voilà, il n'empêche qu'il a également aidé au développement des sports de glisse à la montagne. Là, je suis à Santa Cruz et je vous ai dit, le premier surf shop, il n'était pas à Santa Cruz, mais en fait, il est très vite venu à Santa Cruz, au bout de 10 ans à peine, vers les 1960, il était ici à Santa Cruz, il s'est installé ici. Ce que je vous ai montré avant, c'est vraiment la maison mère, le siège en fait de O'Neill, qui reste basé aux États-Unis, même s'il y a eu des sous-sièges du coup qui se sont développés un peu partout. Je vous montre le taxi en passant, en tout cas la voiture rigolote. Donc ouais, O'Neill a la particularité d'avoir encore une grosse partie de sa production de wetsuit, de combinaisons, qui est fabriquée directement aux États-Unis. Donc ils ont 3 usines, une au Mexique, une en Indonésie. En Indonésie, c'est ce qui se fait le plus généralement, et une ici aux États-Unis, et donc même à San Francisco, donc pourtant pas l'endroit le moins cher du monde pour faire une usine. Et donc elle est au sud-est de San Francisco. J'ai essayé de la trouver sur internet, j'ai pas trouvé. J'aurais voulu vous faire une petite image de dedans, mais je n'ai pas réussi à trouver exactement son emplacement. Et donc il y a des employés dedans qui travaillent, et cette usine, mine de rien, vaut pour 35% de la production totale de wetsuit chez O'Neill, donc mondial. Donc c'est quand même plus d'un tiers, donc c'est important. Et pour la petite info, alors c'est toujours dans ce même article et je ne sais pas de quand il date, parce que maintenant les sites internet sont tellement bien faits qu'ils ne donnent pas la date de publication de l'article, ça rend complètement fou. Mais toujours est-il que dans cet article, qui n'est pas si vieux que ça, qui a peut-être au max 10 ans je pense, mais je pense qu'il y a moins que ça même,
disait qu'il y avait plus de 50% des wetsuits utilisés aux États-Unis qui étaient en fait des O'Neill. Donc O'Neill reste encore aujourd'hui pour les Américains une marque principale, et c'est vrai aussi un peu partout dans le monde, mais c'est pas dans de telles proportions. Mais aux États-Unis, apparemment, une combinaison sur deux à l'eau est une combinaison O'Neill, ce qui est quand même assez foufou pour vous donner une idée de l'impact qu'a eu cette marque et de l'importance qu'a eu Jack O'Neill. Donc pour info, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste descendu la route pour arriver du coup au spot qui est au bout de la route quand on la continue par rapport au shop et au headquarters. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis du coup à un spot très important et vous allez voir que, donc, je vous ai dit, Jack O'Neill a été l'inventeur de la combinaison, l'inventeur en quelque sorte du surf shop, mais on doit aussi à O'Neill, en tout cas à la famille O'Neill, une autre invention très importante dans le surf et qui a eu un impact non négligeable sur la vie de Jack O'Neill. On voit ça tout de suite. Voilà, ça c'est le souvenir que je me suis acheté à un des surf shops O'Neill ici, hein. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai montré ça dans ma voiture bêtement. C'est parce que on va à un spot un peu particulier. On va à un spot en fait où justement Jack O'Neill a perdu son œil. Il a perdu sur ce spot. Vous voyez quand même, c'est toujours dur à montrer en vidéo, mais je vous dis, sachant qu'il n'y a pas spécialement de vagues, ça a l'air déjà de bien creuser. Et en fait, il s'est pris simplement une planche dans la tête. Et du coup, il s'est pris donc le bout pointu. Vous allez voir là sur ce qui me passe à côté de moi. Attention. Hop. Vous voyez, ça peut être quand même très pointu, une planche de surf, un shortboard en particulier. Et en fait, il s'était pris une planche dans la tête et pile dans l'œil. Donc, il a perdu son œil comme ça. Sachant qu'en fait, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il avait un leash, et donc le leash, vous savez, c'est en fait l'espèce de corde, si vous voulez, qui relie le pied du surfeur à sa planche pour éviter qu'elle parte. C'est son fils qui l'a inventé, et donc personne ne sait trop, même Jack O'Neill ne savait pas trop, hein, si c'était parce que le leash avait été trop court, parce que est-ce qu'il avait fait pas trop attention, voilà. C'était vraiment un accident avec le leash qui du coup aurait pu mettre en péril l'avenir du leash, mais ça n'a pas été le cas, hein. Le leash a bien été maintenu et aujourd'hui tout le monde surfe avec un leash, hein. Pour la petite histoire, ce spot là, donc le spot où il a perdu son œil, s'appelle The Hook. Et The Hook en anglais, ça veut dire le crochet. Vous avez peut-être vu Peter Pan, le film, le vieux film. En anglais, il s'appelle Hook. Hook, ça veut dire crochet. Et donc, je trouve ça d'autant plus, et tout le monde trouve ça d'autant plus fou que cet endroit où il a perdu son œil, qui lui a donné son look de pirate aussi caractéristique, et bien c'est également un endroit qui s'appelle crochet, donc qui va bien aussi avec le look de pirate. Donc voilà, c'était pour la petite histoire et pour vous dire que donc non seulement le papa a inventé le néoprène, la combinaison néoprène, mais le fiston a inventé le leash. C'est en 1971 que Pat O'Neill, le fils de Jack O'Neill, a inventé le leash. Donc voilà, pour vous dire que, vous voyez, en 20 ans, il y a eu l'invention du néoprène et derrière l'invention du leash, et on doit ces deux inventions majeures pour le surf à O'Neill, à la famille O'Neill et à la marque O'Neill. Bon, je suis pas convaincu que vous l'ayez des masses vues, mais ce que je viens de vous montrer là, désolé pour les bruits, c'est le ponton. Donc je suis à un des ports, hein, de Santa Cruz. Et ce que je vous ai montré, c'est le catamaran O'Neill en fait. C'est l'O'Neill Odyssey. C'est en fait un catamaran qui avait pour but de montrer gratuitement aux enfants, donc en particulier avec les écoles, des choses comme ça, l'importance de la vie marine pour essayer de la préserver. Et du coup, en fait, ils ont fait beaucoup de sorties avec des enfants, avec des classes. Et là, sur Wikipédia, ils disent qu'il y a plus de 100 000 enfants qui ont profité de ça. Complètement gratuitement. Donc voilà, il avait cet aspect, cette fibre quand même, préserver au moins l'aspect marin, le vivant marin. Donc ça, c'est quelque chose qui lui a survécu, hein, comme sa marque. C'est quelque chose qui est toujours en activité aujourd'hui. Plutôt que voilà, de faire des labels, des Green Ocean, alors ils ont un label, hein, ils ont un label Blue, je sais pas quoi, chez O'Neill, mais voilà, les labels c'est bien beau, mais on sait jamais trop ce qu'il y a derrière, hein, on sait jamais trop comment c'est vérifié, et surtout quand c'est la marque elle-même qui fait. Là, c'était peut-être pas un truc à très grande échelle, mais localement, il a voulu vraiment proposer aux enfants, et surtout à l'époque, hein, je pense que c'était quelque chose encore qui était assez rare, surtout aux États-Unis, hein, c'est pas forcément la grande fibre écologique, hein, les Américains. Et du coup, voilà, dès 96, il a mis ça en place. Aujourd'hui, ça tourne encore, et c'est à saluer, je trouve, monsieur Jack O'Neill, bravo.
le comprenez, hein, je suis plus tard dans la journée, hein, je suis en fin de journée là, mais du coup dans la vidéo pour vous c'est à ce moment là. Donc oui, donc suite au surf, hein, donc on a vu Jack O'Neill a été un précurseur et a permis vraiment de développer à fond le surf. Il y a un autre sport qui vient du surf à la base. En fait les surfeurs à un moment donné ils se sont dit bon bah c'est bien, le surf c'est cool, mais quand il n'y a pas de vagues, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et de ça est né en fait le skateboard, hein. Le skateboard est venu de là, et à la base le skateboard, le but c'était de reproduire les mouvements qu'on faisait sur la vague, mais via autre chose, via quelque chose qu'on pouvait utiliser sur terre et sans vague. Et donc les premières utilisations de skate, c'était vraiment l'idée, c'était de rider, d'aller dans des piscines désaffectées, des piscines dans lesquelles voilà, plus personne ne se servait, pour pouvoir du coup aller comme sur une vague, remonter et redescendre. Et justement je suis moi-même à une piscine ultra connue qui est la Buena Vista Pool, qui est vraiment peut-être une des plus emblématiques, si ce n'est la plus emblématique. Si vous avez vu des photos, des vidéos, si quand vous étiez ado vous regardiez un peu des vidéos de skate et tout, il y a de très fortes chances que vous ayez vu ce spot à un moment donné. Et donc ce spot il a une histoire assez folle, c'est que bon, c'était un lieu assez mythique à l'époque, très connu à un moment donné, mais le problème c'est que c'est sur une propriété privée, hein, c'est un terrain privé. Alors oui, il n'y a plus de maison, voilà, la piscine est depuis longtemps désaffectée, mais il y a eu une petite guerre entre les propriétaires du terrain et les skaters, hein, qui voulaient venir rider cette piscine. Et pendant des années il y a eu une petite guéguerre avec du coup les propriétaires qui remplissaient la piscine de terre, les skaters qui à l'appel venaient déblayer la piscine. Donc des fois c'était au bout d'un an ou deux, voilà, c'était un ping-pong assez compliqué. Et là, de ce que j'en ai compris, il y a apparemment un nouveau propriétaire qui était plus ou moins skater, en tout cas qui comprend la problématique du skate et qui comprend en fait l'aspect légendaire de ce spot, parce que là c'est pas juste un spot, voilà, c'est pas juste un spot comme ça, c'est vraiment un spot historique avec beaucoup d'histoire derrière. Et du coup il a compris, le propriétaire a dit bah ok, vous pouvez venir, par contre vous foutez pas le bordel, vous nettoyez vos merdes, et voilà quoi. Et en gros démerdez-vous, c'est ok pour moi, mais faites pas trop de conneries. Donc du coup il a été plus ou moins rénové, même le sol et tout là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est quand même assez lisse, hein. On va descendre parce qu'il y a les petites marches, hein, les petites marches de la piscine. Voilà, je vais aller en bas, ça va vous donner une idée de la profondeur du truc. Donc c'est quand même assez impressionnant, d'accord. Là ça me dépasse largement, hein. Ça fait, je pense, au plus haut là, quand moi je suis au plus bas, ça fait 2,50 m, hein, le coping au-dessus de moi. Et du coup donc voilà, donc, en plus de ça, donc en plus de cette bataille qu'il y a eu entre le remplissage, le vidage, il y a à chaque fois qu'elle est vidée, et régulièrement, si vous regardez les historiques Google Earth, alors je vais pas vous dire où c'est par contre parce que c'est quand même censé être un spot secret, du coup je vous dis pas, mais si vous arrivez à le trouver en cherchant beaucoup, vous arriverez à le trouver. Vous verrez qu'en image Google Earth, on voit les peintures qui changent, hein, pratiquement chaque année de Google Earth, c'est assez marrant. Et donc suite au dernier propriétaire, en fait j'avais lu, hein, qu'ils avaient refait le sol en partie, mais vous voyez déjà, hein, moi je pense que c'était ça, mais vous voyez déjà c'est en train de se délaminer, se casser. Mais voilà, c'est pour dire que cette piscine a un gros historique. Et oui, ce que je vous disais là, c'est que voilà, moi je fais pas de skate, mais je le sais, ça c'est très violent à descendre, hein, vraiment. C'est de la pente full raid. Alors ça va qu'il y a l'arrondi en bas, mais je l'ai lu et ça se voit, c'est un spot très compliqué. Si vous arrivez à rider ça, c'est que vous êtes déjà normalement très bon. Donc voilà, donc c'est la Buena Vista Pool, et donc ça me faisait ma transition pour vous dire voilà comment on est arrivé petit à petit du surf vers le skateboard. Donc le skate s'est bien développé, et en particulier une marque s'est développée, la marque Santa Cruz. Je vous le donne en mille, c'est vous dire à quel point c'est vraiment local. Donc elle a été fondée, en tout cas le premier skate Santa Cruz est sorti en 1973. En fait avant ça c'était ils produisaient des planches de surf, des surfboards, et ça marchait pas très bien, ils faisaient pas des grosses marches dessus, et quelqu'un les a mis au défi de faire des skates, et avec en fait le surplus de ce qu'ils avaient pour faire leur board de surfboard, la résine et compagnie, ils ont pris des decks, ils ont pris des planches en bois, ils ont fait des skates, ils les ont résinés, etc. L'idée, le pari c'était 500 unités, les 500 unités se sont coulées quasi instantanément, et de là est née l'idée que oui, en fait il y avait certainement quelque chose à faire, hein. Santa Cruz, marque iconique, donc c'est la plus vieille marque au monde de skateboard, donc comme O'Neill est la plus vieille marque au monde de sport de glisse, Santa Cruz est la plus vieille marque au monde de skateboard. Elle a été fondée ici à Santa Cruz, là je suis pas très en Santa Cruz, petit indice. Elle a été fondée ici, elle est toujours ici, leur usine de production est ici à Santa Cruz aux États-Unis. Donc là je vous montre, hein, du coup je suis passé à côté en voiture, je vous montre voilà rapidement. Donc c'est le groupe NHS, mais c'est leur groupe à eux, hein. C'est vraiment en fait NHS, ça englobe les vêtements
et les planches Santa Cruz et les autres trucs qu'ils font à côté, parce qu'en fait quand ils ont commencé à faire des skates, ils ont aussi du coup fait une marque de alors là je suis pas bon en skate encore une fois, donc corrigez-moi en commentaire, mais il y a Independent si je dis pas de bêtises, c'est Trucks principalement je crois, et il y a les roues, je sais pas si les roues c'est Independent ou encore une autre marque, mais bon voilà, du coup ils ont ce pool là d'activités qui est vraiment tourné autour du skate, et Santa Cruz c'est vraiment iconique. Alors Santa Cruz, si je vous dis main bleue avec une bouche qui crie comme ça, c'est par exemple le logo que j'ai sur mon casque quand je fais du pump track, je vous montre ça là tout de suite. Voilà, Santa Cruz c'est vraiment iconique. La main a été dessinée par Jim Phillips Sr. en 1985. Alors Jim Phillips Sr. c'est aussi un mec qui habite Santa Cruz, qui est un artiste de Santa Cruz, qui ferait vraiment tous ces designs assez un peu punk fluo, vous savez, je vous en fais défiler je pense, punk fluo, voilà, qui a vraiment marqué, qui a vraiment du coup donné l'identité à la marque Santa Cruz. Pour petite info, ce fameux mec là, ce fameux artiste avait participé à une vidéo sur Jack O'Neill, c'est un ami à lui manifestement, donc pour vous dire à quel point ce petit milieu est quand même petit et comme tout s'embrique, tout s'embrique. Et donc du coup voilà, donc Santa Cruz, logo iconique, voilà, vraiment iconique, les fringues assez iconiques aussi. Ici à Santa Cruz, je peux vous dire, j'ai croisé un nombre de personnes avec des fringues Santa Cruz. Alors je pense le fait évidemment que ça porte le nom de la ville, ça aide, mais du coup vraiment énormément de monde portant Santa Cruz, et Santa Cruz reste aujourd'hui le plus gros fabricant de skate aux États-Unis, je crois même au monde. C'est une production assez hallucinante, et c'est vraiment une marque qui est complètement reconnue, et du coup donc justement à Santa Cruz on peut visiter alors en fait au niveau de l'usine, il y a un moment ils avaient fait un espèce de petit musée avec la première board, les premières roues, etc. Ce qui n'est plus aujourd'hui. Alors j'ai pas allé chercher à appeler, en fait avant il fallait plus ou moins les contacter pour savoir si on pouvait faire la visite, hein, et du coup quelqu'un venait nous faire la visite. Bon, moi j'ai pas essayé parce que je voulais pas emmerder quelqu'un, et de toute façon je suis pas assez fan de skate pour ça, vous voyez, j'aurais été un peu comme un con, j'aurais pas eu toutes les rêves clairement. Mais du coup ce qui est cool, c'est qu'ils ont alors ils ont plusieurs shops, hein, comme O'Neill, il y a pas mal de shops Santa Cruz, dans la ville de Santa Cruz. Le plus gros shop, en fait, ils exposent beaucoup de boards justement. Sur la vitrine de devant, il y a, je pense, une partie de ce qui était dans le musée qui a été ramené là. Il y a des vieilles roues, des vieux decks, voilà, on voit vraiment le truc à l'ancienne. Et dans le shop en lui-même, si vous êtes skater, je vous conseille vraiment de rentrer là-dedans. Il y a énormément de planches au plafond, des trucs historiques assez hallucinants avec des shapes de l'espace d'avant. Il y a également quelques snowboards, parce que pareil, ils ont un peu participé à l'essor du snowboard. Alors là je suis vraiment, voilà, je suis vraiment trop nul là-dedans pour m'enfoncer là-dedans, mais il y a quelques snows d'affichés. Il y a également une board, il y a plusieurs boards de surf, et il y a une board de surf O'Neill affichée, donc pour vous dire que tout s'interconnecte. Et voilà, donc allez visiter ça, c'est bien sympa à voir, et vous pouvez après acheter des trucs, hein, des fringues Santa Cruz, bon, qui sont assez chers, moi je trouve, mais il n'empêche, voilà, vous pouvez acheter des trucs là-dedans, et je pense que pour des skaters c'est vraiment une étape incontournable, hein. Allez voir ce shop, puis rien que même sur les nouveaux decks, tout ce qu'il y a c'est juste n'importe quoi, c'est juste la folie. Donc voilà, donc ça c'est visitable, et vous avez sinon plein d'autres shops à Santa Cruz, de la marque Santa Cruz à Santa Cruz. Allez, je suis à Sergeant Derby Park, qui est donc le tout premier skatepark, en tout cas le premier skatepark bétonné des États-Unis. Donc encore une fois, c'est bien à Santa Cruz que c'est. Et donc voilà, donc c'est une espèce de petite ligne un peu en pente, une espèce de mini rampe, mini ball, un peu tout en même temps un peu bizarre. Je sais pas trop quelle était l'idée derrière. Je pense que c'était encore une fois, hein, vraiment l'idée d'essayer de venir faire des virages du coup pour être un peu comme sur un bottom, puis un cutback sur une vague, quoi. Mais donc voilà, donc ça c'est rigolo, hein, encore une fois, voilà, il est quand même en bon état, hein. Je pense qu'ils doivent faire gaffe à le rénover de temps en temps. Allez, dernier arrêt, hein, dernier endroit, dernier point d'intérêt de Santa Cruz, c'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment le berceau des sports de glisse. Vous voyez derrière moi un Future Motion. Les bâtiments sont là-bas, vous reconnaissez peut-être le cycle pour ceux qui le connaissent. Je vais pas rentrer parce que c'est interdit, hein, c'est bien marqué, je pense qu'ils ont dû déjà avoir des gens qui viennent. Et du coup en fait, qu'est-ce que c'est Future Motion? Future Motion, c'est la boîte, c'est l'entreprise qui fait, vous savez, les One Wheel. Donc One Wheel, c'est la fameuse roue, hein, vous savez, qu'on peut, qui est une espèce de skateboard électrique avec une seule roue centrale qu'on va orienter, qu'on va diriger et contrôler uniquement avec le poids, en inclinant plus ou moins vers l'avant pour accélérer, vers l'arrière pour décélérer, et après pour faire des virages
virage, on va juste faire de la prise de car avec des appuis talons ou pointe de pied. Et donc pareil, ça c'est vraiment un sport de glisse assez récent. Donc la marque a été créée en 2014 ici à Santa Cruz. Ensuite le fondateur, le CEO a créé en fait un Kickstarter, avait lancé un Kickstarter pour lancer sa board. La campagne Kickstarter avait explosé, il avait fait 100 000 $ de plus que ce qui était prévu à la base, donc ce qui lui a permis de lancer son projet. Donc ça c'était en 2015 quand ils ont vraiment commencé à lancer les premiers modèles et ils sont très vite revenus, en fait ils sont très vite venus ici à Santa Cruz, donc vraiment sur la périphérie de la ville de Santa Cruz. Donc ça c'était en 2018 et donc c'est vraiment les bâtiments que vous voyez là, ça c'est encore une fois, c'est un peu comme pour O'Neill, là ici c'est vraiment là où ils construisent les planches, c'est à dire que c'est pas juste un headquarters, c'est un headquarters plus une usine. Donc c'est une grosse usine où il y a toute la fabrication qui est faite ici. Alors je pense qu'ils font venir plein de composants évidemment de Chine, etc. Mais il n'empêche que l'assemblage et la fabrication finale se fait ici. Et du coup voilà, ça c'est encore assez remarquable quand même dans un monde où tout est construit plutôt en Chine aujourd'hui. Donc là ils ont la production ici, c'est une entreprise qui marche quand même globalement très bien. Il y a eu les nouvelles qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Moi j'ai une XR, vous avez été plusieurs à l'avoir remarqué sur une de mes vidéos, je crois que c'était la vidéo où je testais l'OM1 qui est en train de me filmer avec le 100-400. Vous avez été 2-3 à me dire ah je vois une one wheel derrière toi, je savais pas que t'en faisais et tout. Oui j'en fais, je voulais un truc qui puisse se mettre facilement dans le camion quand je parte en road trip et qui me permette de faire des petites distances facilement, qui me permette aussi d'avoir un appareil photo à la main sans avoir besoin d'avoir un frein comme sur par exemple vous savez un skateboard électrique façon boosted board. Voilà, ça m'intéressait pas et du coup et en plus un truc qui puisse passer quand même dans des petits chemins quand il y a un peu de cailloux, un peu de terre, un peu de sable, voilà, que je puisse passer quand même. Et la one wheel est la seule à répondre à tout ça. C'est extrêmement cher mais il n'empêche que c'est le seul machin qui me permettait de faire tout ça. Donc moi j'ai la XR, là entre temps il y a eu la Pin qui est sortie puis encore une nouvelle, donc pour vous dire voilà, c'est une entreprise qui marche bien, encore une fois fondée ici en Californie à Santa Cruz et aujourd'hui produit à Santa Cruz aussi. Donc voilà, quand je vous dis que c'est vraiment le berceau des sports de glisse, encore aujourd'hui ça se vérifie. Du coup c'est un peu ma conclusion là. Vous avez vu donc le surf moderne, premier surf shop à San Francisco, puis premier wetsuit et très rapidement venu ici en 1953, 54, 55, un truc comme ça, arrivé à Santa Cruz, puis après tout le temps les headquarters ici de O'Neill ici. Là la fabrication de combinaisons à San Francisco depuis 1991, l'usine de San Francisco. Santa Cruz, la marque de skateboard, voilà pareil, qui quand même commence à avoir une certaine durée de vie maintenant. Donc aujourd'hui toujours la première marque de skateboard la plus achetée aux États-Unis et dans le monde. Et donc pareil, produite ici, on est passé devant l'usine rapidement. Voilà, c'est quand même assez fou et aujourd'hui voilà, on va sur de l'électrique avec la suite après le surf, comment pallier au manque de vagues de skateboard, comment pallier au manque de pente et au fait de ne pas avoir à pousser. Et aujourd'hui l'électrique, du coup la one wheel qui en plus a vraiment une sensation beaucoup plus smooth qu'un skateboard, c'est beaucoup plus souple au niveau des virages, etc. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est assez fou tout ce qui a été créé ici dans cette relativement petite ville de Californie. Et comme voilà, je trouvais que cette histoire était intéressante à raconter. Beaucoup de monde qui sont dans les sports de glisse savent au moins une partie de tout ça, mais voilà, j'ai fait des recherches quand même pour essayer de vous donner tout ce qui pouvait être intéressant là-dessus. Vraiment pour moi Santa Cruz, si vous êtes passionné de sport de glisse, c'est un truc à voir. C'est voilà, c'est quand même quelque chose, c'est historique et on sent dans l'atmosphère générale, dans tous les mecs à l'eau, tous les surfeurs, tous les skateboarders, enfin voilà, c'est assez foufou. Et donc voilà, donc je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si j'ai oublié des choses, que vous avez des précisions à faire, moi je suis pas du tout expert en skate, vous l'avez compris, oui j'en fais un peu pour suite au pump track. En fait je me suis mis avec le pump track mais j'ai jamais fait de street, j'ai jamais été même si j'aimais bien l'univers et la culture, etc. J'ai joué par exemple au Tony Hawk évidemment, mais je ne suis pas du tout bon en skate, je n'ai pas du tout l'historique en skate et même en surf, je suis pas bon sur l'historique. En windsurf oui, je pourrais vous sortir beaucoup de choses, mais ni en surf ni en skate. Donc n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises en commentaire, à apporter des précisions s'il y a des petits trucs en plus intéressants, n'hésitez pas, c'est pour ça la section commentaires. Voilà, moi je vous laisse là, je vais me rentrer et si vous êtes intéressé par la suite de mon voyage en Californie, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à activer les notifications pour ne rien rater. Voilà, merci à tous ceux qui le feront, vous savez ça fait du bien à la chaîne et du coup ça me montre que ça vous intéresse et ça me motive à continuer à faire ça. Vous savez, moi ce n'est pas mon travail, je fais ça à côté. Donc voilà, je vous remercie encore, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos, de bons voyages, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut.